Voici comment ça va se dérouler, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, des hôtesses seront là avec des micros. Nous allons tenter de brosser le tableau de l'économie France, Europe, monde en 5 tableaux. Premier tableau, Nicolas. Nous ne faisons pas de politique, mais nous avons 3, 4 candidats plus importants que les autres, quel que soit le président qui s'installe à l'Élysée. Quels sont les soucis majeurs qu'il va rencontrer? À quoi doit-il s'atteler vite, sous peine de perdre encore un A? Alors, ça me paraît en effet assez important de faire cette pédagogie-là, parce que finalement, cette campagne électorale, on l'a fait un peu volet fermé, quoi. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas véritablement ce qui se passe autour de nous. Alors, bien évidemment, il y a des sujets sur lesquels il y a beaucoup de propositions. On est en France, alors en matière fiscale, par exemple, on entre dans un luxe de détails qui va d'ailleurs très au-delà de ma compétence, souvent. Mais sans regarder ce qui se passe ailleurs. Par exemple, on propose beaucoup d'augmentation d'impôts, mais on ne voit pas qu'au Royaume-Uni, en ce moment, on baisse les impôts. Peut-être pour récupérer des entrepreneurs français. On ne voit pas que les pays émergents mettent des coups de massue très importants dans nos États-providence. On ne voit pas que les Allemands ont une idée extrêmement précise de ce qu'ils veulent que devienne l'Europe. Bon. Et donc, on s'abstrait un peu de ce qui se passe autour de nous. Et à mon avis, c'est un problème parce que jamais les marges de manœuvre, en réalité, pour le président actuel comme pour le prochain président, n'auront été aussi faibles. Et je crois qu'il y a 2 sujets qui nous tombent dessus de façon un peu exogène. Un sujet dont on va parler, qui est bien évidemment celui de la dette, qui n'est pas un sujet politique. On a une dette publique qui est importante. Aujourd'hui, nos créanciers nous demandent à minima de la stabiliser, et le simple effort de stabilisation de la dette représente un effort en matière peut-être d'augmentation des impôts, on en parlera, mais surtout de réduction de la dépense, qui est un effort très 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 important, qui est un effort colossal. Et ça ne dépend pas de nous, de la même façon que vous avez des ménages qui sont surendettés et à qui leurs banquiers demandent de se désendetter. Aujourd'hui, nos créanciers nous demandent de se désendetter. Donc ça, c'est le premier grand sujet. Le deuxième grand sujet, c'est, à mon avis, celui des pays émergents. Je voudrais quand même rappeler que la première réunion importante du prochain président de la République aura lieu au mois de juin, et ce sera le G20 de Mexico. Les pays émergents, on en parlera peut-être au cours de cette rencontre, représentent quasiment la moitié de l'économie mondiale aujourd'hui. Et la croissance est là-bas, l'épargne est là-bas, la capacité d'investissement est là-bas. Et ce sont bien évidemment des concurrents redoutables sur des segments qu'on connaît. On sait très bien que sur des segments industriels, par exemple, à faible valeur ajoutée, on perd beaucoup de parts de marché par rapport aux pays émergents, mais ce sont aussi des économies qui sont en train de monter dans des secteurs qui sont très innovants, dans le secteur du vivant, le domaine du vivant, par exemple, tout ce qui est lié aux biotechnologies, aux nanotechnologies, etc. Voilà, ce sont vraiment des pays qui investissent des sommes colossales. C'est pas un problème en soi, hein, parce que ce sont des marchés à équiper qui sont très importants. Mais en même temps, ce sont aussi des compétiteurs et des concurrents. Et ça veut dire qu'on peut pas faire n'importe quoi en matière de politique publique. Je vous donne un exemple très précis. On parle on parle du sujet, on évoque le sujet de la dépendance. C'est vrai que la dépendance, ça représente plusieurs milliards d'euros, etc. Et l'un des candidats, par ailleurs tout à fait estimable et sympathique, nous dit ça n'est pas un problème, je vais créer une cotisation supplémentaire. Mais on ne peut pas, dans une économie qui est ouverte, avec des concurrents qui sont bien évidemment en Europe et qui sont aussi dans les pays émergents, on ne peut pas rajouter en permanence des couches de cotisation. Sinon, on perd de l'emploi et, in fine, on perd des recettes publiques et donc on ne finance plus rien. Donc je crois que ces 2 grands sujets, la dette et les pays émergents, voilà, ça forme vraiment notre environnement. C'est un environnement qui est extrêmement présent. Aujourd'hui, c'est plus vu comme une menace. Il me semble néanmoins qu'on peut en faire une opportunité, parce que réduire la dette, finalement, c'est bien, et ça repermettra, si on le fait bien, ça permettra à l'économie de repartir sur des bases plus saines. Puis les pays émergents, je l'ai dit, aujourd'hui, s'il y a de la croissance économique dans le monde, si on n'est pas dans les années 30, par exemple, c'est parce que vous avez des pays émergents qui connaissent des taux de croissance qui vont de 5 à 15%. Mais il est clair, et ça on ne s'y prépare pas, que la marge de manœuvre du prochain président de la République sera extrêmement faible, y compris, et là je termine vraiment là-dessus, y compris en matière de fiscalité. Moi, c'est ce qui m'étonne le plus. Alors je sais bien qu'en France on a le gène fiscal, on a une campagne hémiplégique, personne ne parle de la dépense et tout le monde parle des impôts. Ça, j'ai bien compris ça, mais les impôts, vous ne pouvez pas les augmenter autant que vous voulez.
Ça n'est pas possible, tout simplement parce que la base fiscale, elle peut se déplacer. Alors il y a un autre candidat qui nous explique qu'il ira chercher les contribuables récalcitrants au Venezuela. Bien évidemment, ça n'est pas possible. On ne va pas renégocier toutes les conventions fiscales que l'on a signées avec nos partenaires. Et de toute façon, le Venezuela ou Panama, ou la Suisse ou Luxembourg ne voudront pas ne voudront pas les réviser. Donc ça n'arrivera pas. Donc on ne pourra pas réduire la dette uniquement en augmentant les impôts. Il faudra faire d'autres types d'efforts. Dernière question avant la suivante sur ce thème-là. En clair, le président nouvellement élu aura quelles questions à résoudre? Les BRICS d'un côté et la dette de l'autre, c'est bien ça? Les deux? Je crois que de façon pratico-pratique, très clair. Non, mais très clair. La première question, ce sera celle du chômage. Ce sera celle-là, parce que on a à peu près 30 000, entre 20 et 30 000 chômeurs en plus chaque mois. Alors, certes, comme l'a dit le président de la République, la pente ralentit, on va vers une stabilisation, ce qui est vrai. Mais on est sur des niveaux de chômage qui à peu près à 10% de la population active, donc c'est un niveau de chômage qui est lourd. Il n'y a pas de raison que ça baisse de façon significative, en tout cas si l'on ne fait rien ces prochains mois. Donc le premier sujet, ce sera celui du chômage. Mais le premier sujet, ce sera comment on réduit le chômage en tenant compte des contraintes dont j'ai parlé. D'accord. En tenant compte de la concurrence des uns et en tenant compte du fait qu'on ne peut plus faire comme on a toujours fait par le passé. Vous savez, quand il y avait du chômage en France, on créait des emplois aidés, on créait des emplois publics où, vraiment, pour les gouvernements qui étaient les plus imaginatifs, on pratiquait des exonérations de charges sociales. Ça, c'est terminé. C'est plus possible, c'est terminé. Alors c'est bien parce que du coup, ça va forcer à être intelligent. Mais être intelligent, ça peut être coûteux politiquement. Aujourd'hui, vous avez un chef de gouvernement qui est très intelligent, qui est formidable. C'est le chef du gouvernement italien, Mario Monti. C'est super ce qu'il fait. Il est en train de lancer l'Italie. S'il arrive à faire ce qu'il fait, le bon modèle, c'est pas le modèle allemand, hein, c'est le modèle italien. Hein. Bon. Parce que Mario Monti, finalement, fait face à une problématique qui est un peu la nôtre, qui consiste à dire, voilà, il faut réduire le taux de chômage, il faut faire de la croissance, mais on n'a plus d'argent public. Comment on fait? Eh bien, comment on fait? On ouvre des secteurs à la concurrence, on renforce la compétitivité du pays, on essaie de, alors je veux pas, vous, il y a peu de chances que je vous choque, mais on essaie de flexibiliser le marché du travail. Voilà, on encourage l'apprentissage. Donc on essaie de prendre ce type de mesures qui sont des mesures qui sont économiquement efficaces, mais bien évidemment qui peuvent être politiquement coûteuses. Parfait. Mais lui, il s'en fout, il n'est pas politique. Il est financier. Et je rappelle au passage, quand même, que le gouvernement Monti, et ça aussi ça doit nous faire réfléchir, est celui qui libéralise le plus le marché du travail. Il y a des communistes dans le gouvernement Monti. Faut-il avoir peur de Mélenchon, c'est ça l'idée? Non, je blague. Alors attention, je ne suis pas sûr que Mario Monti aurait spontanément pensé à lui dans son gouvernement. Sur ce premier tableau, que doit faire, que devra connaître comme dossier le prochain président? Mesdames, Messieurs, avez-vous une ou deux questions? On peut en prendre. Allez, si vous avez de quoi solliciter Nicolas, sinon on passe au deuxième tableau. Il n'y a vraiment aucun problème. Y a-t-il un souci? Sinon, j'ai une question quand même. Pour les chefs d'entreprise qui sont là, oui. Clairement, quelle est la marge de manœuvre du coup? Voilà. Non, mais pour les chefs d'entreprise, les entreprises françaises sont très bien gérées. C'est pas comme l'État, si vous voulez. Sinon, de toute façon, elles auraient disparu depuis longtemps. Donc, les entreprises françaises ont des marges de manœuvre. Déjà, en France, il y a un peu de croissance économique. On pouvait craindre une récession, mais cette récession n'a pas eu lieu. Peut-être on y reviendra quand on parlera de l'Europe, notamment parce que la Banque Centrale Européenne a pris un certain nombre de mesures. Donc il n'y a pas de récession en France. Alors ça ne veut pas dire que l'activité progresse vite. L'activité progresse, elle est stable d'ailleurs, elle progresse quasiment pas. Mais aujourd'hui, et ça, pardon de me répéter, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, on n'est pas dans les années 30 ou dans le Japon des années 80. C'est-à-dire que les gisements de croissance n'ont jamais été aussi importants. Mais c'est vrai, je ne dis pas parce que souvent on me demande d'être optimiste, etc. Mais parce que c'est vrai, jamais vous n'avez eu autant d'innovations technologiques, de gains de productivité, etc. Le boom des pays émergents, ce sont quand même des marchés qui s'offrent à nous. Et d'ailleurs, quand vous regardez les chiffres de la croissance économique au niveau mondial, il y a de la croissance. Même dans certains pays développés. Les États-Unis vont arriver à faire cette année 2,5% de croissance. Donc c'est quand même pas mal pour un pays développé, très mature. Donc, moi qui, comme vous l'avez rappelé, et aussi ma petite entreprise, je suis fou de joie. Il y a énormément de choses à faire quand on est dirigeant d'entreprise. Mais, et ça, je crois que c'est très important, je pense qu'il faut penser en deux temps. Vous savez, on me pose souvent la question, comment tu vois l'économie dans 10 ans? Alors, quand je vois l'économie dans 10 ans, moi, c'est merveilleux. Parce qu'il y a plein d'innovations, les pays émergents seront devenus riches, ceux qui étaient totalitaires seront des démocraties, on aura réglé nos problèmes de finances publiques dans 10 ans, soit par la faillite, soit par les réformes. Mais on les aura réglés, donc ça va être super. Donc je suis très optimiste. Alors, comment tu vois l'économie dans 2 ans? Alors là, évidemment, c'est plus compliqué, parce que dans 2 ans,
je vois bien quand même qu'on a un certain nombre de réformes à faire qui vont être un peu délicates politiquement. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on les fasse. Et donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de façon opérationnelle pour les dirigeants d'entreprise? Ça veut dire qu'il y a sans doute une première phase où il faut se dire, on tient, parce que ça va être les montagnes russes, et ça je le crois, mais en même temps, il faut vraiment tenir, parce que je pense qu'on va aller à l'horizon de, même pas de 10 ans d'ailleurs, mais de 5 ans, vers des phénomènes d'hypercroissance, de croissance économique très 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 élevée. Et Ce sera possible, en dépit des matières premières, en dépit du pétrole cher, en dépit de tout ça. Mais j'en suis persuadé, parce que vous avez deux types de croissance économique en réalité, si on prend un peu de recul. Vous avez ce qu'on appelle une croissance économique ricardienne, du nom donc de l'économiste britannique qui s'appelait David Ricardo, voilà, qui finalement, David Ricardo nous disait, ce qui fait la croissance économique, c'est le fait qu'on échange, et plus vous avez de gens pour échanger, plus vous avez de croissance économique, parce que les entreprises se spécialisent, deviennent plus efficaces, etc. Ce qui est très vrai. Et aujourd'hui, notre capacité d'échange, elle n'a jamais été aussi importante, justement en raison des pays émergents. Les pays émergents, c'est 1 milliard de personnes qui sont entrées dans l'économie de marché, donc c'est énorme. Puis vous avez un deuxième type de croissance économique qu'on appelle croissance schumpeterienne, qui est du nom d'un économiste autrichien qui s'appelait Joseph Schumpeter, exactement, du début du XXe siècle. Et ce que Schumpeter disait, c'est que le ressort de la croissance, ça vient du fait que vous avez en permanence de nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits, de nouveaux types de procédés, de processus qui se substituent aux anciens. C'est l'innovation, au fond. Et l'innovation, le rythme d'innovation n'a jamais été aussi important aujourd'hui depuis que le monde est monde. Et là, on a les deux. On a ces deux facteurs qui n'ont jamais été aussi importants, qui vont se conjuguer. Donc oui, on va aller vers une croissance économique très 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 élevée, mais une fois qu'on aura réglé nos problèmes de finances publiques. Peut-on ajouter une toute petite chose, c'est et à condition d'accepter le changement à venir. Oui, mais justement, ce que je ne sais pas, c'est-à-dire, oui, on va connaître des phénomènes d'hypercroissance. Alors, ce que je ne sais pas, vous allez me dire c'est une sacrée nuance, c'est est-ce que la France en profitera? D'accord. Ça, j'en sais rien. Okay. Bah oui, mais ça, j'en sais rien, parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce qu'on va faire, ça dépend de ce qu'on va mener comme politique publique, ça dépend aussi de notre capacité à accepter le risque. Quand je vois qu'on est le seul pays du monde à avoir fait le principe de précaution, je me dis, avec le décodage du génome, comment on va faire? C'est-à-dire, si déjà les OGM, on ne veut pas en parler, pour les nanos et pour la biologie moléculaire, ça va être un peu compliqué. Ouais. Donc là, en effet... Okay. Ça... Toujours pas de questions, nous poursuivons. Oui, bien sûr, juste ici devant, si c'est possible, bien sûr, monsieur. Dans un instant, je vais vous demander donc votre identité, celle également de votre entreprise. Question à Nicolas Bouzou. On reste bien dans le thème, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend le prochain président? Nous sommes bien d'accord. Je vous en prie. Oui, bonjour, Michel Denis, Delta Service Location. Moi, je m'interroge, j'ai eu dans une vie précédente à avoir à gérer une ville de 17 000 habitants, jusqu'aux dernières élections, qui avait été plombée pendant 40 ans par une gestion de gauche, et qu'il m'a pratiquement, ceci dit, sans aucune polémique, parce que je pourrais vous donner les chiffres de la dette. Bien, et je m'interroge maintenant, en tant que aussi homme politique, qu'est-ce qui nous attend? En 6 ans, Nicolas Sarkozy était incapable de nous démontrer qu'il était capable de surmonter certains corporatismes, entre autres. Et la gauche, nous payons encore, 20 ans après, certaines décisions économiques au niveau de nos entreprises. Donc je me dis, d'abord, est-ce que les grands partis politiques ont le personnel politique compétent? Est-ce qu'ils en ont la capacité? Et devant cet état de fait, j'allais dire, que devons-nous voter et qu'est-ce qui nous attend les 5 prochaines années pour nos entreprises? Quel avenir? Tout à l'heure, notre anthropologue nous disait, imaginez un avenir pour vos enfants. Quel avenir à 5 ans devons-nous prévoir pour nos entreprises et nos salariés? Quelle est exactement votre question? Parce qu'il y en a plusieurs. Pour qui devons-nous voter? Pour non, mais ça, c'était pour le fun. Non, simplement, ces personnels politiques seront-ils capables, dans les 5 prochaines années, de faire face à la crise dans laquelle ils nous ont mis, d'ailleurs? Permettez que je reformule simplement la question. Y a-t-il à bord du personnel politique, c'est-à-dire au moment où on met en place l'équipe politique, l'équipe gouvernementale? Il y a un président, puis son gouvernement. Et puis sa capacité à représenter la France, à influencer, à faire du lobbying au niveau mondial. Est-ce que, quel que soit le camp qui gagne l'Élysée et qui gagne Matignon, oui ou non, la France aura-t-elle encore sa voix dans le monde?
Et évidemment, la France, ça reste la 4e économie mondiale et c'est un pays qui est très, très, très écouté. Mais si vous voulez, ma conviction, je vais un peu me couvrir derrière, en réalité, votre première question. Ma conviction, c'est que la marge de manœuvre du prochain président de la République, et c'est pas un déni de démocratie de dire ça, pas du tout, mais je pense quand même que sa marge de manœuvre est extrêmement limitée. C'est-à-dire qu'au fond, je pense qu'il n'y aura pas énormément de différences de politique économique. Je vais vous prendre un exemple très précis. La proposition fiscale de François Hollande, qui consiste à dire au-dessus de 1 million d'euros, on a un taux marginal d'imposition qui est de 75%. Bon. On a bien vu au fur et à mesure que finalement, on s'est rendu compte qu'on était dans un environnement fiscal qui était quand même assez concurrentiel. Et d'abord, on a dit ce sera transitoire. Ensuite, on a dit on va exonérer les footballeurs. Et puis ensuite, les artistes. Mais du coup, on va exonérer les chefs d'entreprise. Et donc, vous voyez, finalement, on revient en quelque sorte un peu au point de départ. Donc, je crois que ne sous-estimez pas. Et allez, je vais même mettre les pieds dans le plat. Allez, allons-y. Je connais un peu la sociologie des dirigeants d'entreprise en France. Donc, je ne pense pas que vous allez tous vous précipiter pour voter François Hollande. Mais... non, mais je connais, bon voilà, je sais à qui je m'adresse et je vois beaucoup de dirigeants d'entreprise. Mais ne sous-estimez pas le poids des éléments économiques qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que les éléments dont j'ai parlé, ce sont des éléments qui sont en réalité surdéterminants par rapport à tout ce que pourra dire le président de la République. Je vais vous donner là encore un exemple précis et après je m'arrête. Certains candidats proposent le retour de la retraite à 60 ans. Ben, je vais vous dire un truc que personne n'a dit. On a signé un accord européen, il y a 2 semaines, on l'a signé, qui l'interdit. Voilà. Après, écoutez, ceux qui y croient, moi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Non, mais tant pis pour eux, voilà. Mais ne vous déprimez pas pour ça. Il y a une question? Oui. Dernière sur ce tableau? Allons-y, monsieur. Votre identité, votre société. Antoine Lequelec, Locus. Certains pensent que c'est la croissance qui va régler le problème de la dette, et d'autres que c'est la dette qui doit régler le problème de la croissance. C'est dans quel ordre? Je crois que souvent, c'est évidemment les deux. C'est-à-dire que réduire la dette, on va peut-être en parler dans un instant, donc je veux pas, voilà. Je peux embrayer, oui, mais réduire la dette sans croissance économique, ça me paraît d'une difficulté vraiment extraordinaire, très clairement. Voilà. Parce que réduire la dette sans inflation et sans croissance économique, ça veut dire, grosso modo, augmenter les impôts de 20 milliards d'euros par an, sachant que ça peut en plus entraîner un ralentissement de la croissance et on peut se retrouver avec, in fine, moins de recettes fiscales qu'au départ, donc c'est très compliqué. Et ça veut dire 30 milliards d'euros de dépenses en moins chaque année. Donc ce sont des efforts, alors je ne vais pas vous noyer sous les milliards d'euros, mais ce sont des chiffres ce sont des sommes qui sont très, très, très importantes. Donc ma conviction, c'est que ça ne se passera bien que si on a les deux. Et c'est vrai, très honnêtement, qu'en Europe, ces derniers mois, et notamment, alors vous voyez, il faut être juste, notamment à cause des Allemands, pour le coup, on a un peu oublié les questions de croissance économique. Donc, pour réduire la dette, très clairement, il faut de la croissance économique, parce que la croissance économique, c'est l'augmentation des revenus. Bon. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'une dette trop élevée, c'est moins de croissance. Pour une raison qui est très simple et que vous allez comprendre tout de suite, c'est qu'une dette très importante, ça veut dire que l'épargne des ménages, au lieu d'aller vous financer d'aller financer votre croissance, va en assurance vie financer la dette de l'État. Et les économistes estiment que le seuil à partir duquel le niveau de dette a un impact significatif, négatif sur la croissance économique, c'est 90% du PIB. On y est pile poil. En France, on est à 90, un tout petit peu moins de 90%. Donc, on y est. Donc, vous voyez, c'est les deux. Donc, il faut réduire la dette. Et c'est pour ça que c'est compliqué quand même, ces questions-là, quand on réfléchit aux politiques économiques. C'est-à-dire, il faut réduire la dette pour avoir de la croissance, mais en même temps, il faut aussi de la croissance. C'est pour ça que... on va peut-être parler d'Europe aussi tout à l'heure, mais que je trouve par exemple, il se trouve qu'en ce moment on travaille chez Asterès pour le gouvernement britannique, mais je trouve que ce que font les Britanniques en ce moment, qui consiste à dire on fait jouer la banque centrale, la Banque d'Angleterre pour qu'elle aide un peu l'État, pour gagner du temps, on réduit les dépenses et on baisse les impôts sur l'équivalent des membres du DLR, je trouve que c'est loin d'être con, voilà. Parce que c'est à la fois une politique de réduction de la dette et en même temps une politique de croissance. Nicolas, deuxième tableau. Le deuxième tableau est le suivant, précisément. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question, parce qu'elle remet le deuxième tableau au centre du questionnement. La dette, on s'en sépare, on la réduit comment?
Alors, soit on augmente les impôts. Nicolas, première question, la dette est à combien aujourd'hui, en termes absolus? Deuxième question, on la réduit soit par la fiscalité, première opération possible, est-ce envisageable? La deuxième, par la réduction des dépenses de l'État. Et on va se cantonner, si c'est possible, uniquement dans ce périmètre. Oui, alors, c'est bien évidemment un peu des deux, mais vous connaissez tous ces chiffres. Les prélèvements obligatoires en France, ça représente à peu près 45% du PIB. C'est un chiffre qui est très élevé. Les dépenses publiques, ça représente plus de 55% du PIB. La réduction, stabiliser la dette, ça veut dire qu'il faut que le taux de prélèvement obligatoire soit égal au taux de dépenses publiques. C'est aussi bête que ça. Moi, je veux bien qu'on essaie d'amener le taux de prélèvement obligatoire de 45 à 55% du PIB, mais ça me paraît très compliqué. C'est bien évidemment illusoire. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut baisser la dépense publique. Pourquoi? Pourquoi ça n'arrivera pas? Tout simplement parce que plus vous partez d'un niveau d'imposition élevé, plus le rendement de l'imposition supplémentaire est faible. Et aujourd'hui, vous avez deux impôts en réalité qui rapportent de l'argent, c'est la CSG et la TVA. Et on voit bien que ce sont des impôts qui sont un peu compliqués à manier. Après, vous pouvez modifier d'autres types d'impôts pour des raisons d'équité, par exemple. Je me mets à la place de François Hollande. L'idée de François Hollande avec ses fameux 75%, c'est bien évidemment pas de récupérer de l'argent, parce qu'on ne récupère que quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'euros, donc c'est absolument marginal. C'est un objectif d'équité avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais l'objectif il est là. Mais les impôts qui ont un rendement important, c'est la CSG, c'est la TVA, ce sont des impôts qui sont un peu difficiles à manier, parce qu'évidemment ça concerne tout le monde. Bon. Réduire la dépense publique, comment? Vous avez deux façons de réduire la dépense publique. Soit vous le faites à périmètre constant et vous réduisez tous les budgets. C'est ce qu'on a essayé de faire ces 5 dernières années. Non seulement ça n'a pas fonctionné, mais la dépense publique a continué plutôt rapidement. C'est ce qu'on a appelé la revue générale, la fameuse RGPP, revue générale des politiques publiques. L'idée, c'est de dire, l'État, il est ce qu'il est, il continue de faire ce qu'il fait, mais on réduit les dépenses partout. Alors là, vous créez des frustrations énormes, parce que du coup, vous supprimez des postes, mais vous supprimez jamais l'État, vous supprimez jamais les missions, et donc vous vous retrouvez avec... certains d'entre vous peut-être ont envie de rigoler quand ils entendent dire dans leur famille, leur tante qui est fonctionnaire et qui dit j'en peux plus. Mais si, mais c'est vrai, moi j'enseigne à l'université, et vous avez des secrétaires à l'université qui gagnent pas grand-chose, qui bossent comme des malades, et à qui on supprime des moyens en permanence. Pourquoi? Parce qu'on coupe dans les budgets et on ne fait jamais de réforme. Et la vraie bonne façon de réduire les déficits publics, c'est de faire des réformes. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a des choses que l'État faisait et qu'il ne doit plus faire. Je vais prendre un exemple très provocateur. La question de la culture. Je travaille en effet pour un certain nombre de collectivités locales et notamment en Lorraine. Ceux d'entre vous qui viennent de Lorraine, il y a un truc super en Lorraine. C'est le centre Pompidou, à Metz. C'est génial, c'est magnifique, c'est superbe. Qui s'en occupe? Le musée, la ville, l'intercommunalité, la région, un petit peu le département, les DRAC, c'est-à-dire l'État déconcentré, et l'État. Alors c'est vachement important, le centre Pompidou à Metz, mais je pense qu'on peut supprimer 80% de ces échelons. Je ne pense pas qu'il y aura moins de fréquentation. D'accord? Au lieu de ça, on réduit les budgets partout. Donc du coup, la DRAC, tu n'as même pas les budgets pour aller sur Facebook. Ouais. Donc il faut faire des organisations et des réformes. Mais le vrai sujet, tu m'as demandé de ne pas encore parler des collectivités locales, mais la vraie dépense publique, là où il faut faire des réformes, et là où on va forcément faire des réformes, c'est la dépense publique qu'on ne voit pas. On est à Lyon. Il y a un scandale en Rhône-Alpes, moi tout le monde m'en parle, c'est le nouveau conseil régional. Bon, mais on va parler de santé, je crois, tout à l'heure, santé des chefs d'entreprise. C'est maintenant, bientôt. Oui, tout à l'heure. Oui, juste après. Me faites pas un arrêt cardiaque pour ça, parce que c'est pas ça la dépense publique qui coûte cher. La dépense publique qui coûte cher, c'est celle que vous ne voyez pas. Et celle que vous ne voyez pas, c'est la dépense sociale. Et retenez bien ça. Vous savez, on vous dit toujours, la dépense publique, le premier poste, c'est les intérêts de la dette, ensuite c'est ci, c'est ça. Non. Le premier poste, c'est la dépense sociale. On ne vous en parle pas parce qu'elle n'est pas dans le budget de l'État, parce que c'est la dépense sociale, mais c'est de la dépense publique. C'est ça le premier poste. Vous savez quelle proportion de la dépense publique ça représente? La moitié. D'accord? C'est la moitié de la dépense publique. D'accord? Donc l'enjeu, il est là. Et il est passionnant d'ailleurs. Mais le vrai enjeu et les vraies réformes, c'est on a un État-providence généreux, c'est formidable, on a des retraites, de la maladie, etc. Comment est-ce qu'on finance tout ça? C'est la seule question, c'est la seule question importante. Comment on finance tout ça? Eu égard aux contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure, la mondialisation, la dette, etc. Voilà. Et c'est là-dedans qu'il faudra faire des réformes. Et si vous réformez les retraites, si vous réformez la santé, etc., ça n'a pas d'impact négatif sur l'activité. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. On en revient toujours au même problème, c'est qu'évidemment, ça
peut avoir un coût politique. C'était mes questions suivantes. Je lis, et pour la sécurité sociale, et pour le régime assurance vieillesse, on fait comment? Bon, l'assurance vieillesse, c'est très simple. On cotise plus longtemps. Enfin, honnêtement, là, ceux qui l'ont pas compris, ils font pas beaucoup d'efforts, parce que c'est pas très compliqué de comprendre que l'espérance de vie, vous connaissez tous les chiffres, gagne un mois tous les 3 mois, ou un an tous les 3 ans, ou une seconde tous les 3 secondes, comme vous voulez. Et donc, il faut pas en due proportion, mais il faut voilà travailler. Donc ça, c'est intellectuellement pas compliqué. Voilà. La question de la santé, par exemple, est beaucoup plus compliquée. La santé, dans 30 ans, c'est 2 fois les retraites. D'accord? Et ça, c'est une sacrée question. Puisque les gens sont très... Évidemment, c'est très concernant comme sujet. Comment on finance la santé? Comment on finance la santé? Ça, c'est très simple. Hein, on fait de la CSG, la TVA sociale, etc. Bon. Mais comment on réforme ça pour que ça coûte un peu moins cher? Et alors là, c'est d'ailleurs le débat que j'avais avec Bayrou ce matin. Là, ça pose des questions très pratiques. Vous avez, dans le domaine de la santé, certains compartiments, notamment les maladies chroniques, les affections longue durée, qui coûtent de plus en plus cher parce que les traitements sont de plus en plus chers. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui, comme moi, dès qu'ils ont un problème de voix, vont chez le généraliste pour se faire prescrire de la cortisone? Bien évidemment, ça ne sera plus remboursé dans 3 ou 4 ans. Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas faire les deux. Mais enfin, c'est quand même un sacré sujet. Donc là, on aura certainement des changements ces prochaines années. Sinon, c'est simple, hein, l'assurance maladie mettra la clé sous la porte, et puis voilà, on n'en parlera plus. Sur la question de la dette que vous aviez amorcée, monsieur, y a-t-il là-dessus des questions? Par exemple, combien perd la Sécu alors, par la an? Sécu perd on va dire, entre 15 et 25 milliards d'euros par an. C'est à peu près le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour vous dire quand même à quel point on marche sur la tête, quoi. Et dans beaucoup de pays, ce sont des caisses qui sont en excédent, parce qu'on conçoit qu'un pays ait des déficits publics et de la dette, mais très honnêtement, je ne connais pas d'autres pays dans lesquels on conçoit que la sécurité sociale puisse perdre de l'argent. Ça, c'est quand même pas... Voilà, c'est quelque chose qui est... Donc ça ne pourra pas durer. C'est pas grave, hein, mais ça ne pourra pas durer. Quand vous allez chez le médecin, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est financé par un épargnant chinois. Hein. Donc au bout d'un moment, l'épargnant chinois, je veux dire... Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, non pas parce que je suis ami avec Kéran, mais les perdants chinois, ils préfèrent nous prêter de l'argent pour qu'on investisse dans un bâtiment écolo plutôt que pour aller chez le médecin quand même. Hein. C'est-à-dire que le retour sur investissement est un peu plus perceptible. En plus, ça coûte moins cher. Une question, là-bas à gauche. Juste à gauche, monsieur, donc votre prénom, également le nom de votre société, votre nom. Toujours sur la dette, la façon de la résoudre, ou les dettes. Bonjour, Arnaud Savenet, Locamat. L'autre soir, je regardais une émission sur Antenne 2 sur justement les pays de la Hollande, oui. Voilà, et ils ont fait intervenir un médecin français qui a fait un comparatif simplement sur les médicaments. Comment ça se fait qu'on paye 7 fois plus cher le même médicament qu'en Italie ou qu'en Allemagne? Et pourquoi on n'utilise pas des génériques? Est-ce qu'on n'a pas un problème justement de pression avec les pharmaciens et du corporatisme de santé? Si, bien sûr, on a beaucoup. Alors, peut-être plus avec les labos qu'avec les pharmaciens en réalité, mais c'est vrai qu'on a 2 problèmes à ce niveau-là en France. Le premier, en effet, c'est qu'on utilise assez peu les génériques, mais le principal problème, c'est qu'on consomme beaucoup trop de médicaments. Enfin, je veux dire, c'est ça. Et alors là, c'est lié à un fait. Alors, je m'éloigne un peu de votre secteur, mais intellectuellement, c'est très intéressant. En France, les professionnels de santé, notamment les médecins, sont payés à l'acte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font un acte, ils sont rémunérés. Le même prix. Imaginez si c'était la même chose pour vous. D'accord? Que vous louiez une grue ou une pelle, c'est le même prix. D'accord? Ça vous semblerait sans doute un peu bizarre. C'est comme ça que fonctionne la médecine. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes payé à l'acte? Là aussi, pardon, j'ai peut-être déjà raconté cette anecdote, mais moi j'ai une fille qui a 5 ans, j'ai essayé je veux qu'elle fasse son lit, alors j'ai essayé de la payer à l'acte, je lui ai dit tu vas faire ton lit, et puis chaque fois que tu feras ton lit, je te paierai 1 euro. Qu'est-ce qui se passe? Elle est revenue au bout d'1 heure, elle avait fait 5 fois son lit. Non. Alors, j'ai essayé de la salarier. Et je lui ai dit... Donc ça, c'est le système des médecins généralistes. D'accord? Traduction très claire, hein, durée moyenne chez un médecin généraliste, 13 minutes. D'accord? Souvent, c'est moins. Moi, je fais de l'acupuncture, on est 2 en même temps. Bon,
plus, ça sert à rien. Donc j'ai voulu salarier ma fille. Je lui ai dit, puisque c'est comme ça, tu fais ton lit, c'est ton contrat, et je te donnerai 5 € à la fin de chaque mois. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait jamais son lit. C'est vrai, vous payez les gens à l'acte, ils bossent trop, vous les salariés, vous connaissez ça, ils foutent rien. Et c'est là où on voit qu'on va vers des systèmes qui sont sans doute des systèmes un peu hybrides. Alors, pour être tout à fait juste, qu'on commence à faire en France, hein, parce qu'aujourd'hui, les médecins sont plus payés à l'acte à 100%, mais à 85 ou à 90%. Mais là, évidemment, vous faites face à de légers corporatismes, ça c'est clair. Mais en même temps, il faut faire de la pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut dire que ce n'est pas un changement qui est très grave, et que l'alternative à ça, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil de l'assurance maladie qui a publié un rapport la semaine dernière dont on n'a pas du tout parlé, sans doute parce qu'il était intéressant et important. Le Haut Conseil de l'assurance maladie nous dit, si on continue comme ça, on peut considérer que l'assurance maladie en France, le bon modèle pour comprendre ce qui va se passer, c'est l'État grec. Voilà. C'est des gens de l'assurance maladie qui sont des gens pas drôles, en costume noir et tout, enfin intelligents et tout, quoi, donc, qui ont sans doute raison. Et donc voilà, donc l'alternative, elle est là. Donc oui, on consomme. Arrêtez avec les antibiotiques, hein, par contre. Il y a une question également là-bas, juste au-dessus, tout proche de la travée. Votre nom, votre prénom et votre société également, monsieur. Bonjour, Robert Pem, Medimat Montpellier. Donc Nicolas, j'ai lu un article dans les Échos qui disait que la totalité de la dette française correspondait à 15% des actifs immobiliers de tous les Français. Et la solution qui était proposée était de dire, soit les propriétaires acceptent de payer 15%, soit ils acceptent d'accorder une hypothèque à l'État de 15%, qui sera levée à la vente de ces biens, et on règle d'un seul coup le problème de la dette en France. Qu'en pensez-vous? Non, je ne crois pas, parce que... alors déjà, moi je veux bien que... Je ne sais pas si vous allez tous accepter une imposition qui représente 15% du prix du bien de votre logement, parce que vos logements sont très chers, donc ça fait des montants qui sont très importants et qui peuvent même, à la limite, c'est tout le problème de l'impôt sur la fortune, hein, ou de certains impôts locaux, hein, ça peut dépasser votre revenu assez rapidement, hein, en réalité. Donc ça me paraît très compliqué, mais surtout le problème de la France, en réalité, si je veux être un tout petit peu plus technique, ça n'est pas un problème de dette, c'est un problème de déficit. Vous pouvez faire l'analogie avec une entreprise. Le problème de l'entreprise France, c'est sa perte d'exploitation. C'est pas la dette qu'elle a accumulée qui est à peu près, qui est élevée, bon, mais qui est à peine plus élevée que la dette allemande, hein, par exemple, un tout petit peu plus élevée, mais pas grand-chose. En revanche, l'État allemand est à l'équilibre, quasiment. La France a un déficit d'exploitation qui est très, très, très important. Déficit d'exploitation, c'est-à-dire que c'est pas lié aux investissements, etc. C'est vraiment, ça coûte plus cher que ce qu'on prélève. Donc, même si on est, imaginons qu'on fasse faillite, par exemple, ce qui serait génial. Enfin, ce qui serait génial, pas en tant qu'épargnant, parce qu'on serait tous ruinés en tant qu'épargnant, mais pour l'État français, vous faites faillite, vous faites table rase du passé, mais sauf que vous avez quand même un déficit qui est très important, et donc la dette, elle se reconstitue extrêmement rapidement. C'est pour ça qu'on n'échappera pas à cette réduction, à mon avis, on n'échappera pas à cette réduction du déficit budgétaire, même, et je n'avais pas vu cet article des Échos, mais je vois que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en matière d'imagination fiscale, alors là, c'est clair, on est les meilleurs, mais je ne suis pas sûr quand même, je reste sur mon théorème de départ, je continue de penser que c'est insuffisant. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Nous passons... Ah, il y a encore une question. Oui, madame. Votre prénom, votre nom, votre société, nous vous écoutons. Pascal Roussel-Savenay, Société Locamat. On n'est pas les seuls touchés par la crise. On a vu des exemples de pays autour de nous. On a dit la Suède, l'Allemagne, les pays du Nord, les Britanniques savent réagir. Mais maintenant, on s'aperçoit que les pays latins savent réagir aussi, l'Italie. À quoi attribuez-vous la résistance de la France aux réformes qui peuvent être faites et qui doivent être faites? Alors, à deux choses. D'une part, au fait que ça ne va pas, ce que je veux dire est très politiquement incorrect, mais au fait que ça ne va pas assez mal. Quand l'Italie a rebondi, quand vraiment les choses ont commencé à aller très, 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 très mal, vachement mal, d'accord? Quand les gens commencent à comprendre que les retraites ne vont pas pouvoir être versées, qu'il faut licencier des fonctionnaires et que les hôpitaux ne sont plus approvisionnés en médicaments, en général, ils sont plus ouverts aux réformes. Bon. C'est ce qui s'est passé en Italie. Et il y a un deuxième facteur en Italie, alors là aussi, ça ferait hurler, mais on est entre nous, c'est le fait que le chef du gouvernement n'est pas un politique, c'est un technocrate de 65 ans qui n'en a rien à battre.
Alors évidemment, ça rend parfois, il y a quelque chose d'austère, mais ça a quand même un avantage, c'est qu'il est moins soumis aux pressions politiques que ceux qui font de la politique leur métier. Leur métier. En France, on a une classe politique dont c'est le métier. De la même façon que vous dirigez des entreprises, eux, leur métier, c'est d'être politique. Et ça, c'est quand même une difficulté. C'est pas ça la politique. La politique, c'est vous, en principe, qui devriez prendre des mandats de 5 ou 10 ans. C'est ça la politique. D'accord ? En Italie, on a eu la conjonction de ces deux éléments, et je pense que c'est ça. Alors, dans les autres pays dont vous avez parlé, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, c'est lié à quelque chose de simple, et là c'est l'échec des gens comme moi, en revanche c'est un échec de pédagogie. C'est le fait qu'on considère dans ces pays que voilà, la croissance, elle est faite par des gens comme vous, par des entreprises, que sont les entreprises qui produisent et qui créent de l'emploi. Voilà. C'est aussi bête que ça, mais en France, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Voilà. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, un président sortant, qui se représenterait pour une deuxième fois, qui éventuellement arriverait à un deuxième quinquennat, et qui n'en aurait donc plus rien à battre, serait le bon candidat? Oui, mais ça, évidemment, je ne peux pas répondre. Non, bien sûr que non. D'autant plus que je suis à 3 jours de l'interroger et que j'en serais malade d'être privé d'antenne parce que j'aurais dit une bêtise et parce que j'aurais laissé transparaître mes sentiments. On est bien d'accord. Troisième tableau. Nous passons au troisième tableau. Justement, les collectivités territoriales, Nicolas Bouzou, quel est leur poids dans la dette? Que doivent-elles faire exactement? Question. Alors, leur poids dans la dette, c'est 10% de la dette publique. Donc là encore, ce n'est pas la peine de se faire des nœuds à l'estomac. Et c'est pas grand-chose. Alors moi, je suis de toute façon un très grand défenseur des collectivités locales, parce que je pense que, d'ailleurs, j'aurais pu aussi répondre ça à votre question, madame. Je pense que l'une des difficultés de la France, c'est qu'on est un pays très centralisé, et le processus de décision publique est sans doute plus compliqué et plus conflictuel dans un pays qui est centralisé que dans un pays où on a beaucoup de décisions qui se prennent au niveau régional, par exemple, typiquement l'Allemagne, mais même l'Italie d'ailleurs d'une certaine façon. Donc les collectivités locales, ça représente 10% de l'endettement public, donc c'est pas énorme. Et surtout, vous savez, vous êtes bien placé pour savoir que les collectivités locales n'ont pas le droit de s'endetter de toute façon pour financer leurs dépenses courantes. Donc elles s'endettent pour financer les investissements, pour financer les dépenses courantes. Elles font quelque chose qui n'est pas agréable, mais qui n'est pas trop nocif du point de vue économique, elles augmentent les impôts. Alors, je sais que c'est pénible quand vous recevez la feuille d'impôts locaux, mais ça a quand même un avantage, c'est que ça ne fait pas de dette. Voilà. Donc, les collectivités locales, je dirais que c'est un enjeu un peu secondaire. Alors, vous disiez, monsieur, que vous aviez été responsable d'une municipalité qui avait été auparavant très mal gérée. Bon. Mais il y a vraiment de tout dans les collectivités locales. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais c'est très protéiforme le monde des collectivités locales. En France, vous avez plein de villes qui sont ruinés, qui ont souscrit des emprunts toxiques, qui ne peuvent plus reboucher un nid de poule dans une rue, et vous avez des villes qui regorgent de moyens. Alors, je vais arrêter avec La Baule, parce qu'à chaque fois, je prends l'exemple de La Baule. Je suis allé à Agen en début de semaine. Agen, c'est formidable. Je n'y étais jamais allé, si vous voulez, du point de vue professionnel, mais Agen, on a refait tout le centre-ville, on l'a piétonné, on va faire un accès, il va y avoir une gare TGV, on va faire un accès, on a fait l'agropôle, c'est super, l'aéroport est tout neuf, on refait les berges pour développer le tourisme fluvial. Enfin, voilà. Donc les chantiers sont colossaux, sont très importants et c'est super. Donc vous avez des collectivités locales qui vont très 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 bien, qui ont beaucoup d'autofinancement. Le vrai problème des collectivités locales, c'est le problème du financement bancaire. C'est ça le problème des collectivités locales. Après Dexia, qui? Alors, après Dexia, qui? Et en raison de l'évolution de la réglementation bancaire internationale, ce qu'on appelle BAL 3. BAL 3 nous dit deux choses. Alors, je ne veux pas encore être trop technique, surtout après le déjeuner, parce que BAL 3, après le déjeuner, bon. Mais BAL 3 dit aux banques, il vous faut davantage de fonds propres pour faire des prêts. Bon. Autrefois, pour faire 100 de prêts, vous deviez avoir 7 de fonds propres. Aujourd'hui, vous devez avoir 9. Bon, c'est compliqué pour les banques. Elles réduisent un peu. Alors, elles ont du mal à augmenter les fonds propres, donc elles réduisent un peu le crédit, mais bon. Mais le point le plus important de BAL 3 n'est pas celui-là. Le point le plus important de BAL 3 concerne ce qu'on appelle la liquidité. Le job d'une banque, depuis 1320 à peu près, à Venise, c'était de faire de la transformation. C'était d'emprunter de l'argent à court terme pour le reprêter à long terme. C'était ça. Ça faisait 8 siècles. Et BAL 3 nous dit, maintenant, on arrête ça. On arrête ça parce que vous avez des banques qui ont poussé ce processus trop loin, comme Northern Rock en Angleterre, et qui ont fait des prêts immobiliers aux ménages, par exemple, en faisant des prêts, en empruntant de l'argent au jour le jour, à la semaine, etc. Et donc, c'est plus possible. Et donc, les banques, aujourd'hui, doivent matcher la duration
de leur actif et de leur passif. Autrement dit, vous voulez prêter à une collectivité locale à 20 ans, ok, mais par contre, vous souscrivez des prêts, vous-même, vous financez à 15 ou 20 ans. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible ou ça coûte très cher. Voilà. Et donc, du coup, tous les prêts à long terme ont tendance à être réduits parce que le BAL 3 rend très coûteux l'octroi de ces prêts à long terme. Alors, quand vous voulez faire une ligne LGV, par exemple, eh ben, ça veut dire que le financement est plus compliqué, ça veut dire qu'on va faire des PPP, etc. Mais voilà. Mais le vrai problème des collectivités locales, il est là. Ça veut dire que les collectivités locales, et y compris les collectivités locales très bien gérées, très riches, prenez certaines régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées, etc., pour financer leurs investissements, elles ont beaucoup d'autofinancement, et bien il faut qu'elles en aient encore plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles réduisent encore plus les dépenses courantes, etc. Voilà. Donc, juste terminer là-dessus pour vous rassurer un peu. Parce que les régions, elles sont toutes de la même couleur politique, hein, et donc elles suppriment, elles suppriment des emplois, elles diminuent tout un tas de dépenses courantes, parce que quand vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus d'argent. Point barre. Voilà. Question sur les collectivités locales auxquelles le DLR par et les collectivités conséquence... locales, il faut les défendre, hein, et il faut que vous les défendiez avec moi. Moi parce que ça m'intéresse, et vous parce que vous y avez intérêt, mais les collectivités locales, c'est 75% de l'investissement public en France. D'accord ? Donc c'est très important. Donc il faut absolument qu'on sorte de ce petit jeu où à chaque fois qu'on interroge un candidat en ce moment sur comment vous allez réduire la dépense publique, quand on arrive à avoir une réponse, c'est on va demander aux autres. C'est-à-dire on va baisser les dotations des collectivités locales. Oui, monsieur, votre prénom, votre nom, votre société. Jean-Frédéric Henry, Terex. Vous parlez de collectivité locale. À mon sens, la collectivité locale est le seul moyen de répondre en termes microéconomiques et de pouvoir répondre à ce que les gens attendent. Pensez-vous pas qu'il faudrait pouvoir un peu plus former à la fois les maires, les présidents de conseil, parce que très souvent, quand vous parlez de collectivités qui sont riches, d'autres qui sont moins riches, on a souvent affaire à des gens qui n'ont pas pu maîtriser leur collectivité. Et est-ce qu'ils n'auraient pas aussi à répondre derrière devant des erreurs ou des malversations? Enfin, malversation, c'est un peu trop long, mais certaines erreurs de gestion. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas les former? Juste une autre réflexion, vous parlez de la campagne politique. Moi, je vois une déconnance en fait entre la macroéconomie et la microéconomie. Ça veut dire que les gens savent, on sait que ce qu'il faut faire, on sait qu'on a trop de dettes, donc on sait qu'il faut qu'on se désendette, mais quand les gens, leurs besoins sont en matière microéconomique, on leur parle en matière macroéconomique. Donc ma deuxième question, ce serait peut-être une question d'éducation ou d'avoir un langage peut-être un peu plus, sans être vulgaire, mais simple. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Et c'est typiquement ce qu'on n'a pas fait. Donc, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que vous dites. C'est pour ça qu'en effet, je crois beaucoup à la pédagogie et aux explications. Bon, c'est un exercice qui a des limites parce que ça prend énormément de temps. Hein, convaincre l'opinion publique. Mais évidemment, vous avez raison, c'est un problème. Et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'Italie. Bon, sur les élus locaux, c'est pareil. Des élus locaux, vous en avez qui sont super, vous en avez qui comprennent rien, vous en avez qui sont honnêtes, d'autres qui sont malhonnêtes. Le problème des élus locaux est plus lié au cumul des mandats. C'est-à-dire que le cumul des mandats a généré une classe politique, comme je le disais tout à l'heure, une classe politique de métier. Et ça, évidemment, c'est extrêmement malsain. Par exemple, ici, donc on est quand même assez nombreux, on doit être 200 ou 300. Qui est élu local ici? Voilà. Est-ce qu'il n'y en a même pas un ou une? Oui. Qui l'a été? Ça, c'est un Qui l'a été? Qui l'a été? Ça, c'est un énorme problème. Un. Qui l'a été? Deux. Voilà. Trois. Bon, on voit Quatre. que quand même, c'est une immense minorité et aujourd'hui, plus personne n'est aux responsabilités. Et c'est pas du tout un reproche par rapport à vous, hein, c'est pas du tout ça. C'est au contraire. Je dis que le cumul des mandats fait qu'on a fait de la politique un métier. Et si j'avais posé la même question à Stuttgart, allez, entre un tiers et la moitié aurait levé la main. Et ça change la politique, évidemment. Est-ce que l'un des quatre souhaiterait répondre à la question suivante? Pourquoi avez-vous arrêté votre mandat? Si évidemment c'est une décision personnelle plutôt qu'une décision d'élection, bien sûr. Personne. Allez, monsieur Solderman. Aucune autre question sur les collectivités territoriales?
Nous en restons là, nous passons au tableau suivant. Tableau suivant. Il s'agit de l'Europe et des tentations centripèdes qui semblent beaucoup plus fortes que les tentations centrifuges. Enfin, pour l'instant. C'est-à-dire que l'Allemagne semble bien rester dans le giron européen. Même chose pour la Grèce. Il y avait les deux. Est-ce un problème économique qui se trouve là au-dessus ou un problème politique? Alors, c'est plus, à mon avis, c'est plus un problème politique. C'est-à-dire que économiquement, tout le monde comprend bien, en réalité, c'est assez simple à comprendre, que dans une zone monétaire unique, comme dans un pays comme la France, il faut avoir des possibilités de soutenir des régions qui sont en difficulté pour ne pas qu'elles fassent faillite et qu'elles sortent de la zone et que ça crée une espèce de boîte de Pandore d'incertitude gigantesque. On a un précédent par rapport à ça, que tout le monde connaît maintenant, c'est la constitution des États-Unis après la guerre de sécession. Vous aviez, alors c'est amusant d'ailleurs, parce que comme en Europe, les États du Nord étaient plutôt bien gérés, les États du Sud étaient plutôt mal gérés. Et donc, eh bien, et vous aviez une seule monnaie, qui était le dollar. Et donc, la question s'est posée au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement chaque État reprend sa monnaie, ou est-ce qu'on fait une zone économique dans laquelle les États du Nord soutiendront les États du Sud? Et finalement, c'est à ce moment-là qu'on a fait les États-Unis, donc pour des raisons économiques. C'est exactement le même problème en Europe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la question se pose peut-être un peu moins aujourd'hui avec la Grèce, mais elle pourrait se reposer dans les mois qui viennent, ou elle pourrait se poser avec un autre pays. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à un pays qui est en situation, un État qui est en situation de quasi-faillite, il ne peut pas faire face à ses engagements, il ne peut pas dévaluer sa monnaie, il n'a pas d'autonomie monétaire, il n'a pas de banque centrale pour prêter de l'argent à l'État. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas 36 solutions. Soit on le fait sortir, et cette position-là me paraît extraordinairement dangereuse. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait pas ce que ça donnerait. Mais comme on ne sait pas ce que ça donnerait, j'ai pas envie de faire cette expérimentation-là. Mais pourquoi serait-elle dangereuse, cette situation? Imaginons que la Grèce sorte de la zone euro. Si la Grèce sort de la zone euro, c'est sans doute pour avoir une monnaie faible. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec à nos portes un concurrent avec une monnaie faible. Ça veut dire que la zone euro n'est pas faite d'un seul bloc. Ça veut dire que d'autres pays peuvent sortir. Donc vous pouvez parfaitement avoir d'autres mouvements politiques qui commencent à expliquer en Italie, en Espagne, au Portugal qu'il faut sortir. Donc vous pouvez avoir d'autres sorties. Ce sont des pays qui, une fois qu'ils sont sortis, ne sont plus liés à des engagements auprès de nous. Donc ils peuvent décider de ne plus rembourser leurs dettes. Mais leurs dettes, c'est vous, c'est votre assurance vie à vous. D'accord? Donc c'est votre épargne à vous. Donc ça pose énormément de problèmes. Et puis on peut parfaitement imaginer à terme avoir une remontée des barrières douanières, une sorte de nouveau protectionnisme. On voit bien d'ailleurs que c'est un peu, ce débat est un peu en train de revenir, malheureusement d'ailleurs. Donc voilà. Donc alors ça peut bien se passer, mais ça peut aussi très très mal se passer. Donc je pense qu'il est moins coûteux d'essayer de réformer les systèmes de l'intérieur de l'Europe plutôt que de dire on va revenir comme avant aux monnaies nationales. Voilà. Mais changer le système à l'intérieur de l'Europe, ça veut dire, je le dis très rapidement, parce qu'on pourra en parler des heures, mais ça veut dire aller vers une Europe fédérale qui est en train de se faire. On ne l'a pas dit aux opinions publiques, parce qu'on n'est pas sûr qu'elle soit d'accord, mais elle est en train de se faire. Mais ils vont s'en rendre compte. Donc là, on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est en train de se faire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne peuvent plus. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez qu'aujourd'hui, un pays n'a plus le droit de prendre des décisions budgétaires au niveau national de grande ampleur sans en référer à la Commission européenne. Baisse de la TVA sur la restauration, interdit. Suppression de la pub sur France TV, interdit. Retraite à 60 ans, interdit, etc., etc. Bon. Et donc on va vers ça, mais on voit bien qu'il faudrait sans doute aller plus loin. Et là, ça devient un problème politique. Voilà, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas forcer les traités. Il faut demander aux gens leur avis. Est-ce que vous souhaitez aller vers une Europe fédérale ou pas? Aller vers une Europe fédérale, en même temps, moi, ça me paraît être un projet politique extraordinairement enthousiasmant, très enthousiasmant. Mais en même temps, ça veut dire qu'au mois de septembre, le budget français, que notamment les journalistes, qui est un énorme marronnier à juste titre pour les journalistes, et les experts sont mobilisés des journées sur le budget, les prévisions de croissance, les ci, les ça veut dire que ça n'existe plus. Maintenant, c'est un budget franco-européen. Mais c'est la même chose dans tous les pays. Mais bien sûr. C'est la même chose dans tous les pays. Mais en France, c'est particulier, parce qu'en France, on a une vision beaucoup plus martiale de l'économie. Le budget en Allemagne, ce fameux moment du mois de septembre, il n'est pas vécu du tout de la même façon en Allemagne ou en France. En France, c'est le moment, c'est la semaine la plus importante pour le ministre. Le président de la République est mobilisé, va défendre le budget.
En Allemagne, vous savez, il y a le budget de l'État, mais ensuite il y a le budget des Länder, et puis de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire que le budget doit être, dans la mesure du possible, équilibré. Donc c'est un acte politique qui est sans doute beaucoup moins important qu'il ne l'est en France. Et donc c'est moins traumatisant pour les Allemands que ça l'est pour nous. Je vous donne la parole dans un instant. Une question encore. Quand François Hollande dit « mais je renégocierai les traités, etc. », possible, pas possible? Honnêtement, à sa place, je ne me serais pas lancé là-dedans. Parce que j'en ai parlé de cette question. Et j'en ai parlé, et j'ai un papier qui va sortir dans les Échos dans quelques jours, que j'ai fait avec un député allemand SPD, donc de gauche, et un ministre luxembourgeois, ministre du Travail, qui est de gauche. Luxembourg, c'est toujours un gouvernement de coalition. Et le ministre de l'Intérieur est toujours de droite et le ministre du Travail de gauche. Et c'est toujours comme ça. C'est même pas la peine de voter, parce que majorité de droite ou majorité de gauche, c'est toujours le même gouvernement. Et eux m'ont dit, la question des euro-obligations, c'est-à-dire le fait que la France pourrait lever des emprunts avec l'Allemagne, c'est une question, c'est même pas qu'on est contre, c'est qu'on ne peut même pas en parler, nous. On ne peut même pas l'évoquer, c'est simplement impensable. Voilà. Alors, je pense que s'engager à faire passer cette mesure me paraît un peu compliqué et risqué. Et là, je parle de gens qui sont de sa majorité à lui. D'accord. Bien évidemment. Question sur l'Europe, sur le fédéralisme européen, sur la position de la France sur l'Europe, sur le couple franco-allemand. Oui, une question juste là, près de la travée. Votre prénom, votre nom et votre fonction, monsieur. Oui, Nicolas, bonjour. Martin Chiquel, Liberlocation. Donc ma question était, quand l'un des candidats dit effectivement de renégocier le traité et d'y mettre de la croissance, ça veut dire quoi? J'ai aucun journaliste qui pose la question vraiment à François Hollande en disant qu'est-ce que ça veut dire, comment pratiquement on peut le faire. Non, mais honnêtement, on voit quand même un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les accords européens qui ont été signés récemment, il faut le reconnaître, ce sont des traités qui mettent l'accent sur l'austérité à l'allemande. C'est-à-dire que ce sont des traités qui nous disent, voilà, maintenant tous les pays européens vont devoir avoir une règle d'or, un peu comme les collectivités locales, mais maintenant ça va concerner la sphère publique dans son ensemble, donc collectivités locales, État, sécurité sociale. C'est une règle d'or très extraordinairement contraignante. Hein. C'est d'ailleurs très amusant, amusant, moi ça m'amuse, mais de voir qu'en France, on a refusé l'année dernière de voter une règle d'or qui était 1000 fois plus laxiste que celle que l'on vient de signer au niveau européen, qui est beaucoup plus stricte, et qui a été signée. Bon, qui devrait être ratifiée par les parlements. Enfin, très honnêtement, je pense que ça le sera. Donc, c'est vrai qu'il y a seulement ce versant-là. Et l'idée, j'imagine, de François Hollande consiste à dire, c'est un peu l'idée des euro-obligations, consiste à dire, en même temps, il faudrait qu'on ait des outils qui nous permettent, par exemple, de mettre en place des investissements publics au niveau européen. Et cette idée, c'est l'idée justement des eurobonds. Les eurobonds, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, c'est vrai que dans la zone euro, vous avez des pays qui ont un endettement public très important, mais si vous faites la somme, comme vous avez des pays qui sont très bien gérés, l'Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Finlande, etc., si vous faites la somme de tous les endettements publics, en réalité, l'endettement public consolidé au niveau de la zone euro, il est plus faible qu'au Japon, qu'au Royaume-Uni, qu'aux États-Unis. Donc on est les rois du monde. Ce qui est vrai, évidemment, sur le papier. Sauf que là, pour le coup, ça pose un problème politique. C'est que les Allemands, vous pouvez toujours essayer déjà, ils ne veulent pas fondre leur budget avec celui des Français, donc avec celui des Portugais et des Espagnols, il faudra vraiment se lever tôt. Donc ce ne sera pas possible. Alors, on est en train de trouver une alternative, hein, c'est ce qu'on appelle les project bonds, et ça, les Allemands, par contre, ils sont plutôt favorables. Le principe des project bonds, c'est finalement de dire, pour des projets d'investissement très précis et très limités, on peut avoir en effet des pays qui lèvent des obligations ensemble. Donc ça a été proposé par Michel Barnier à la Commission européenne, et c'est une très bonne idée, et je pense que ça va se faire. Mais le grand traumatisme des Allemands, il faut bien comprendre que dans la tête des Allemands, on est des consommateurs et qui ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas. C'est ça le truc des Allemands. C'est qu'ils disent, eux, ils s'endettent pour consommer. Ils s'endettent pour consommer, ils s'endettent pour leur sécurité sociale. Voilà. Par contre, si on leur propose de lever des emprunts pour, par exemple, ce qu'on est en train de faire, en Lorraine, mettre en place des infrastructures de captation du CO2, je ne sais pas combien ça représente, mais ce n'est pas des sommes colossales, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Là, ça passe. Là, il n'y a pas de problème. Et ça, en effet, je pense qu'on pourrait le développer.
ma conviction profonde, c'est que ce n'est pas la peine de braquer tous nos partenaires en disant qu'on va renégocier le traité. On peut le faire sans renégocier le traité. Une question encore sur l'Europe? Oui, juste ici. Juste ici, monsieur, votre nom, votre prénom et la raison sociale de votre entreprise. Et le numéro de sirène. Nicolas, bonjour. Pierre Tilly, groupe Tilly de Lorraine. Donc, une question qui concerne justement un peu plus la Moselle et quelque part l'interaction européenne avec la Chine. Une plateforme, oui, Je vois la question. on va citer Ilange, une plateforme de plusieurs dizaines d'hectares qui a été préparée, laissée en stand-by. On a parlé d'arrivée de constructeurs chinois éventuellement, et puis on apprend tout récemment qu'on va avoir un pôle de commercialisation mutuelle entre la Chine et l'Europe qui va accueillir près de 2000 entreprises, je crois. Qu'en est-il? Qu'est-ce que ça va nous apporter et combien ça coûte surtout? Ça coûte... alors c'est un sujet un peu local, mais c'est vrai qu'il est intéressant. Il se trouve que moi, je travaille avec Thionville, donc c'est vraiment un sujet sur lequel que je suis de très près. C'est quand même passionnant cette histoire, parce que grosso modo, et d'ailleurs c'est une idée que j'ai déjà défendue devant vous, mais qui se concrétise, ce sont les Chinois qui viennent créer des emplois chez nous. Parce que ça concerne cette plateforme, donc qui est une plateforme franco-chinoise, mais plutôt chinoise, ça concerne 2000 entreprises, mais 3000 emplois à court terme et 30 000 emplois à long terme. 30 000 emplois dans un coin qui, et c'est pas du tout, moi j'adore ce coin-là, hein, la vallée de la Fench et tout, je trouve que c'est très poétique, mais c'est pas le coin le plus dynamique économiquement du pays. Donc c'est colossal. Et ça pose des questions qui sont des questions extraordinaires, parce que je vois bien ce que me dit le maire de Thionville, Bertrand Mertz, qui me dit, je ne sais pas quoi faire, parce qu'en même temps, c'est 3000 emplois qui vont venir comme ça près de chez nous, alors qu'on ferme les hauts fourneaux, etc., c'est extraordinaire, mais en même temps, on passe sous tutelle chinoise. Et on ne sait pas qui finance ça. Ça, je ne peux pas répondre, parce que personne ne le sait. J'ai que des rumeurs. Hein. On parle d'argent luxembourgeois, j'en sais rien. Donc je ne sais pas. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que c'est une formidable parabole, je trouve, des problèmes qui se posent à l'Europe. C'est-à-dire que finalement, on peut véritablement se faire sauver par d'autres, mais en même temps, c'est vrai qu'on aliène un peu notre indépendance. Et mettez-vous à la place d'un décideur politique, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'acceptez pas de faire venir cette plateforme, vous perdez 3000 emplois. C'est impensable. Si vous la faites venir, ça veut dire que vous avez 3000 emplois qui dépendent de la Chine. C'est presque tout autant impensable sur un territoire qui est un territoire très petit. Donc voilà où ça en est, mais même quand on n'est pas lorrain, il faut suivre ce dossier en tout cas. Mais bon, sur le fond, je pense qu'à court terme, c'est évidemment c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Juste à côté de vous, monsieur. Nous vous écoutons. Dernière question sur ce thème-là et nous passerons à un autre thème. Claude Tilly, groupe Tilly. Par rapport à l'Europe, vous avez dit qu'il ne faut pas que la Grèce sorte de l'Europe. On a temporairement un passage d'élection présidentielle. Le problème bancaire n'est pas solutionné. Est-ce que, je ne sais pas si c'est dans la partie 4 ou la partie 5 qui vient ensuite, mais que pensez-vous du risque financier qui reste toujours pendant? Alors, il reste pendant, mais la grande nouveauté par rapport à il y a 6 mois, par exemple, c'est le fait que la Banque Centrale Européenne a vraiment infléchi sa politique et elle a mené ce qu'on appelle, alors ça c'est un sigle à retenir, hein, une politique de LTRO. LTRO, ça veut dire ce sont des opérations de prêt à long terme aux banques. La Banque Centrale Européenne, contrairement à la Banque d'Angleterre, contrairement à la Fed, contrairement à la Banque du Japon, ne prête pas d'argent aux États européens, ou très peu. Elle en prête quasiment pas. Et donc, pour pallier à cette difficulté, l'idée, qui est une idée de la France d'ailleurs, a été de dire, est-ce que la Banque Centrale Européenne ne pourrait pas prêter aux banques? Elle ne prêtera pas aux États, mais elle prêtera aux banques, et les banques elles-mêmes pourraient éventuellement reprêter aux États. Donc on ajoute un échelon. En finance, c'est ce qu'ils appellent le Sarko Trade, parce que c'est Sarko qui a eu, enfin c'est la France qui a eu cette idée. Et ça a apparemment plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a prêté des quantités énormes d'argent aux banques, à peu près 1000 milliards d'euros, donc c'est une somme qui est absolument colossale. La moitié de cet argent est resté dans les coffres de la Banque Centrale Européenne, donc ce sont des liquidités de précaution. Et
l'autre moitié, sans doute, a été reprêtée, alors en partie à des entreprises et en partie aux États. Et c'est pour ça qu'on a pu voir les taux obligataires se détendre sur un certain nombre de pays, et notamment l'Italie, mais la France aussi, typiquement, un petit peu le Portugal, et pas l'Espagne en revanche. Ça s'était détendu transitoirement, mais ça se tend de nouveau. Bon. Et ça, c'est très important parce que ce qu'on craignait en réalité au niveau financier, c'était un crédit crunch, c'est-à-dire une chute de l'offre de crédit, comme on l'avait connu, souvenez-vous, à la fin de l'année 2008 et en 2009. Et on n'a pas eu ça, justement parce que la Banque centrale a vraiment prêté énormément d'argent aux banques. Alors, comme vous le dites très bien, on ne fait que reculer pour mieux sauter, parce que cet argent, ces 1000 milliards d'euros, on les a prêtés, il faudra les rembourser. Donc, le jour où ces 1000 milliards d'euros vont devoir faire le chemin inverse, c'est-à-dire aller des banques à la Banque centrale, ça fera 1000 milliards d'euros en moins dans l'économie. Vous voyez, donc ce sera très compliqué. Mais l'idée de toutes ces politiques, c'est d'essayer de gagner du temps pour résoudre les problèmes en bon ordre. Donc aujourd'hui, la question du fonctionnement du système financier ne se pose plus. Et grâce à cette politique, mais, et là vous avez tout à fait raison, on a décalé le problème dans le temps. Mais on a eu raison. Mais on l'a décalé dans le temps, c'est-à-dire que ça se reposera à l'horizon de 2 ou 3 ans. Et le pari qui est fait, c'est, eh bien, on espère qu'on aura résolu dans l'intervalle nos autres problèmes. On essaie d'étaler les problèmes, voilà. D'étaler la résolution des problèmes. Le dernier tableau. Ah, madame, oui, nous allons prendre votre question. Allons-y. Oui, bien sûr. Allons-y. Monsieur, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas gênant. On ne peut pas confondre pourtant d'ici. Merci. Juste votre analyse, parce qu'on parle de l'Europe. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de prises de participation au capital de sociétés plus ou moins importantes, plus ou moins stratégiques, qu'elles soient françaises ou européennes, de capitaux chinois, capitaux Moyen-Orient. Est-ce qu'on doit craindre, parce qu'avant, du temps des barbares, quand on avait besoin d'envahir un pays, on envoyait des bons hommes et puis on faisait la conquête. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a ou non à craindre? Et est-ce que l'Europe doit limiter ou non le pourcentage de capitaux pris par des intérêts étrangers? Non, mais le problème, c'est, vous voyez, toute l'ambiguïté, vous avez tout à fait raison, hein, mais l'ambiguïté, c'est qu'on en a besoin. C'est ça, si vous voulez, le sujet. C'est-à-dire que, évidemment, quand on voit que le Qatar rachète le PSG, ou qu'Al Jazeera rachète les droits du foot, on se dit que c'est un peu embêtant. Mais en même temps, on a besoin de cet argent. C'est ça. Et ça, d'ailleurs, ça fait le lien avec le sujet, le dernier sujet de l'intervention. C'est le fait que la dynamique économique, elle est dans les pays émergents et elle restera dans les pays émergents. Ça veut dire que l'épargne est dans les pays émergents. Vous avez tous vu ce matin dans la presse que les Français n'ont jamais autant épargné. Tout le monde l'a vu. Ils épargnent 17% de leurs revenus. Mais les Chinois épargnent 45% de leurs revenus. D'accord ? Et ils sont un peu plus nombreux que nous. Donc ça fait des sommes d'argent qui sont absolument considérables. Donc l'argent, il est là-bas. Il est dans les pays émergents. Il est dans les pays du Golfe. Et donc cet argent, il viendra s'investir chez nous. Et ça, je pense que, en effet, alors vous pouvez parfaitement ensuite prôner, on peut interdire ces investissements, prôner la démondialisation, etc. Mais du coup, on se sortira du jeu de l'économie mondiale et ça se traduira par des pertes d'influence, pertes d'activité économique, etc. C'est ce que la Chine avait fait au 19e siècle. Elle avait sabordé sa flotte parce que à l'époque c'était la flotte maritime et elle avait détruit ses ports pour ne pas que les autres viennent exporter des marchandises. Bon, ça a très bien marché. Le poids de la Chine dans l'économie mondiale est passé de 50% à 1% en 100 ans. C'était la démondialisation du 19e siècle. Vous voyez que ça marche bien. Donc, je crois qu'en effet, il faut s'habituer à ce que ces capitaux s'investissent de plus en plus chez nous. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être astucieux. Et évidemment, si demain un fonds qatari rachète Areva, je ne pourrais pas vous dire que je suis complètement tranquille. Qui rachète le PSG, that's life. Oui, mais ce n'était pas sur le PSG, parce qu'on sait que certaines entreprises ont un capital flottant important. Donc on peut quand on parlait de Total, donc là on fait appel à l'énergie, on sait que c'est une clé importante. Donc est-ce qu'on n'a effectivement pas intérêt à faire attention sur ces entreprises stratégiques? On sait que la Gardère est aussi concernée. Donc quid de l'Europe? Écoutez, c'est la dernière question, monsieur. Non, mais je pense qu'il faut. Tout dépend des secteurs. Il faut être très pragmatique de ce point de vue-là. Sur Total, honnêtement, je ne pense pas que Total c'est cher. Hein.
1000 milliards d'euros. Mais donc je ne pense pas que Total, si vous voulez, soit à la merci d'une entreprise étrangère. Mais pour certaines entreprises qui vraiment, en effet, sont très importantes pour notre sécurité, et on mettra des garde-fous, et de toute façon l'État ne laissera pas faire. Pour les autres, j'y reviens du type PSG, oui, on aura de plus en plus de participation des pays émergents. Le 5e tableau est d'actualité. Ce matin, jeudi, à New Delhi, se réunissent les émergents. C'est leur 4e congrès international. Au menu de leur réunion, on a tout d'abord un certain nombre de problèmes politiques tels que la Syrie ou bien le nucléaire iranien, mais il y a également l'économie, et particulièrement une proposition indienne qui est la suivante: créer une banque internationale des BRICS, ce qui permettrait à ces pays, Brésil, Chine, Russie, Inde, Afrique du Sud, de se retirer du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui sont 2 institutions internationales trustées par les Américains et par les Européens. Ça, c'est première donne. La deuxième donne, c'est que la croissance chinoise est aujourd'hui toujours de 7,5%, la croissance du Brésil de 6,9%, qu'ensemble, effectivement, ces BRICS représentent 50% de la population mondiale. Troisième donne, cette année 2012 est capitale. Capitale parce que vous avez 23 changements de gouvernance dans le monde entier, soit par élection, soit tout simplement par transfert, notamment pour la Chine, 23 changements de gouvernance qui impliquent 80% de la population mondiale et 70% des richesses mondiales. Alors, ça s'est déjà fait pour la Russie, c'est en cours pour la France, c'est en cours pour les États-Unis, le Brésil a de lourdes difficultés d'inflation, la Chine se porte, je vais dire à merveille, dans un modèle qui évolue, on va en parler. Puissance des BRICS chez nous, que faire avec eux? L'émergence des pays émergents, la montée des pays émergents, ça génère ce que les économistes appellent des phénomènes de destruction créatrice. C'est-à-dire que ce sont à la fois des opportunités et des risques. Des opportunités parce que ce sont des marchés, des risques parce que ce sont des concurrents. Et c'est vrai que pour l'instant, dans les pays développés, on voit plutôt ça comme des risques, alors qu'en France, il y a tout un tas de secteurs dans lesquels, véritablement, on peut prendre des positions dans les pays émergents qui sont des positions très fortes. Le secteur du BTP, typiquement. Évidemment, les entreprises françaises sont connues dans le monde entier, mais le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la pharmacie, etc., le secteur de l'énergie. Donc il y a quand même quelques secteurs dans lesquels on peut avoir des positions extrêmement fortes. Mais pour ça, je pense qu'il faut vraiment considérer les pays émergents non pas comme un tout, parce que les situations sont extrêmement différentes. Tu prenais le cas de la Chine, par exemple. La Chine est vraiment, alors je vous le dis comme je le pense, le dernier pays dans lequel j'irais, parce que la Chine a une problématique politique qui est colossale. Énorme, parce que la Chine, ça va devenir une démocratie, évidemment. Vous n'avez pas un exemple d'un pays qui soit développé dans lequel vous n'ayez pas des pressions démocratiques. C'est très exactement ce qui s'est passé dans les pays arabes. Les pays arabes, c'est pas du tout la crise économique qui a mené à la transition démocratique. C'est pas la crise, c'est l'inverse, c'est le développement économique. C'est comme la France de 1848. La France de 1848, elle a fait la révolution parce que vous aviez une classe moyenne qui voulait plus être opprimée. Les pays arabes, c'est la même chose. Et la Chine, on a beau m'expliquer que les Chinois aiment la dictature, bon, on a toujours dit ça, pour tous les pays, dès qu'un pays est soit non capitaliste, quand un pays non capitaliste, on explique qu'il n'a pas le gène du capitalisme, quand c'est une dictature, on explique qu'il n'a pas le gène démocratique. Bon, et puis ils deviennent tous capitalistes et démocratiques au bout d'un moment. Donc voilà, mais alors ça, c'est quand même une problématique qui est forte. En revanche, il y a plein de pays qui sont proches de nous et dans lesquels les Français ne sont pas. Maroc, la Tunisie, allez, soyons fous, l'Égypte, mais même en Afrique subsaharienne, il commence à y avoir des choses à creuser. Il y a des pays intéressants, le Mozambique, le Ghana, la Tanzanie, etc. Tout ça, c'est des pays qui font 8-9% de croissance par an. Et les Français, ils sont peu. Et ce que je trouve dommage, c'est que les Allemands et les Chinois commencent à y être. Alors là, je me dis, mince, c'est ballot, quoi. Ils sont allés dans les pays de l'Est, on n'y est pas allé. Et maintenant, en Afrique, on va pas y aller non plus. Alors que là, les opportunités sont vraiment intéressantes. Et puis, il ne faut pas sous-estimer la force de la marque France, qui reste quand même très, très, très présente dans ces pays-là. Donc, les pays émergents, il faut vraiment se dire que voilà, c'est une chance et qu'il y a on a vraiment des choses à y faire. Et là, on a le mur de la PME. Alors, on a le mur de la PME. Oui, on a le mur de la PME, c'est vrai. Bien évidemment, tout le monde connaît ça par cœur. Les PME manquent de financement, les grandes entreprises n'aident pas forcément les PME en France à aller à l'étranger.
c'est vrai. Mais cela dit, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que même à taille équivalente, on voit que les entreprises françaises investissent un peu moins que les entreprises, allez, on y revient, mais on pourrait prendre d'autres exemples, mais allemandes par exemple, dans les pays émergents. Donc oui, la taille des PME, c'est vrai, c'est un frein, c'est clair, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose, et cette autre chose, c'est le fait que la France, traditionnellement, c'est un pays qui est tourné vers l'intérieur, ce qui présente tout un tas d'avantages, alors que d'autres pays se sont tournés vers l'intérieur. Pays qui nous, on a développé l'armée de terre, les Anglais ont développé la flotte maritime. Voilà. Questions, ce sont les dernières, sur les pays émergents, sur l'exportation, sur éventuellement la géostratégie. Géostratégie, c'est tout simple, c'est ne fût-ce que le prix de l'énergie et des matières premières, ne fût-ce que ça. Quand vous voyez aujourd'hui le détroit d'Ormuz, vous avez à cet endroit-là 3 porte-avions qui ont été placés par Obama. Donc on a beau vous dire aussi que les GIs ont quitté l'Irak, vous savez où ils se trouvent? Pour un tiers d'entre eux, ils se trouvent sur les îles. Donc 100 000 hommes se trouvent sur les îles qui se situent juste à l'entrée du détroit d'Ormuz. C'est là où se trouvent les plus fortes tensions. C'est là aussi où la Russie a placé un porte-avions. C'est là aussi où, lorsque le Charles de Gaulle est opérationnel, se situe la moitié du temps. Donc vraiment, le détroit d'Ormuz, les matières premières et donc le cordon ombilical qui conserve le circuit commercial de la matière pétrole entre l'Europe d'une part et d'autre part le reste du monde est capital. Oui, bien sûr. Question là-dessus ou pas du tout? Parfait. J'ai une question. Faut-il du coup, dans les mois à venir, je pèse mes mots, semaines à venir d'abord, et puis ensuite les 5 ans futurs, optimiste ou pas? Très optimiste parce que... Non, parce que les 2 années suivantes, j'ai bien retenu. Ah non, les 2 années qui viennent, ça va être le bordel. Donc il faut tenir le coup, là. Là, il faut... Bah oui, non, mais ça va être le bordel parce que on a, si vous voulez, un État qui réduit sa dépense. En France, on l'a jamais fait, donc forcément, ça va être un peu compliqué. On n'a pas le choix et ça va être compliqué. Et en plus, on explique aux gens qu'on va faire l'inverse. 20 milliards d'euros 20-30 milliards d'euros par an, à mon avis, de baisse de dépenses et 20 milliards d'augmentation d'impôts. Donc il faut faire 50, il faudrait dire un déficit de 50 milliards par an à peu près. Donc il peut toujours arriver un miracle. La croissance peut revenir. Je ne sais pas pour quelle raison. On peut pas. Il serait déraisonnable de miser que là-dessus. Mais ça peut arriver. Mais ça va être quelque chose qui va être, à mon avis, intéressant et assez spécial. Donc il y aura des montagnes russes, et après ça va être super. Ça va être super, parce qu'on va connaître une période de développement comme jamais on a connu depuis le 19e siècle. Donc vraiment, on va s'éclater, parce que tout va être à reconstruire, il y aura plein d'innovations, il y aura les pays émergents, toute l'Afrique à équiper, 1 milliard de personnes. Donc je suis extraordinairement optimiste, mais un tout petit peu moins pour les 2 prochaines années. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou.